Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Lucas, je suis le fondateur du club Kettlebell. Euh, Patrick m'a invité aujourd'hui pour vous donner une séance de mouvement et c'est vraiment notre spécialité, c'est le mouvement, la force et la flexibilité. Donc, on va se mettre debout et vous allez me suivre pour une séance de 5 minutes de mouvement. Alors, on se met debout, on se relaxe. Relaxez vos épaules, le cou, les hanches, le dos. Et on va commencer avec des mouvements de cou, des mouvements de mobilité. On va faire tout le corps. Alors, vous allez regarder avec les yeux vers le haut et vers le bas. On va faire quelques tours comme ceci. Et on regarde tout droit. Vous allez regarder avec vos yeux et la tête vers la gauche et vers la droite pour étirer le cou. Mettez vos mains derrière votre dos et étirez vos bras vers le sol. Ça va étirer les muscles, les trapèzes. Et si vous étiez assis pendant longtemps, ça va faire du bien. Parfait. On va rouler les épaules. Alors, on va faire des cercles comme ceci. Vous allez les rouler vers l'avant. On va en faire 10. Environ 10. Et après ça, on va vers l'arrière. On étire. On utilise les muscles du corps. C'est parfait. On va engager les doigts ensemble, comme ceci. On va faire des cercles autour de la tête. On va aller chercher le plus loin possible derrière le cou. Et on va changer de direction. Parfait. On fait un mouvement qui s'appelle l'égyptien. Celui-ci, c'est on étire les bras vers les côtés et on va faire une extension externe, comme ça, une rotation externe de l'épaule. Et de l'épaule vers l'arrière, c'est une rotation interne. Comme ça, on étire le plus possible et en même temps, on tourne. On va en donner 6, 2, 3, 4. Étirer en même temps. 5 et 6. On met les doigts ensemble comme ceci. On roule les poignets. On fait des cercles. Pour bouger les mains de l'autre direction. Parfait. Étirez les doigts, les mains comme ça. On va tirer les poignets vers l'arrière. Étirez les doigts. Et on va faire des points. Étirer les poignets vers le sol. En même temps, je vais tirer avec mes coudes. Étirer ma poitrine. Comme ça, je tire. Et je pousse. Je tire. Et je pousse. Poussez même avec le haut du dos. On répète, je tire et je pousse. Un dernier. Et je relaxe. Parfait. Mes mains sur mes hanches, comme ceci, je vais faire des cercles. Des petits cercles dans la direction de l'horloge. Et je vais aller de plus en plus large, comme une spirale, étirer les hanches. On fait attention au dos, le bas du dos. Je garde mon dos droit en position neutre. Je garde mes genoux souples et je change de direction comme ceci. C'est parfait. On va terminer avec des squats. Il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Alors, on va aller avec nos pieds, la position de nos hanches, tourner les orteils un petit peu et je vais ouvrir mes hanches. Je vais descendre le plus bas possible. Plus bas possible. Et je vais tirer comme ceci, mes hanches de côté à côté. Je remonte, hop, continuer. Je vais descendre, ouvrir mes hanches, ouvrir un petit peu. Et je remonte, deux autres. Et j'étire, j'ouvre mes hanches. Hop, un dernier. Et je remonte. Et je me secoue. Et on a terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Encore, mon nom est Lucas du Club Kettlebell. Et je remercie tout le monde au Numérix. À la prochaine. Bonjour, bienvenue à notre deuxième conférence de notre série Numérix. Mon nom c'est Patrick. Bon mardi après-midi. Il fait beau dehors pour tous ceux et celles qui sont à Montréal. Je ne sais pas c'est où que vous visionnez. Un petit rappel que notre conférence est enregistrée. Fait que nos déteneurs de passe Numérix, vous allez pouvoir accéder à la conférence et réécouter si vous avez manqué quelque chose. Mais sinon, bienvenue à tout le monde qui sont nouveaux. Aujourd'hui, on a une conférence assez intéressante. On parle du e-commerce, mais e-commerce durant et après la pandémie. C'est tellement relatif de notre réalité. Juste avant, en fait, de commencer ce live-là, j'ai eu une colis qui est venue. Hein? On peut parler comment le e-commerce a pris la place vraiment de nos jours. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien inviter Kate Lalique, qui est en fait un expert quand il s'agit de e-commerce, mais aussi du marketing web. Elle est impliquée dans plusieurs projets, vraiment dans plusieurs projets de tout ce qui est numérique. Je la vois de partout. C'est pour ça qu'on l'a invité pour venir parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter. Puis, je vous souhaite une belle conférence. Puis, n'oubliez pas, on se revoit à la fin de la conférence dans le groupe Facebook où on va pouvoir faire du réseautage, un atelier réseautage. Et aussi, n'hésitez pas d'écrire vos commentaires. Je vais juste mettre l'affiche pour que vous puissiez voir. Si vous n'avez pas encore inscrit, pour activer, vous pouvez écrire vos commentaires. On va les faire apparaître plus en période questions. Comme ça ne va pas interrompre la présentation, mais il va y avoir une période questions à la fin. Enfin, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et après ça, on va tous se voir dans la période atelier. Fait que je vous souhaite une belle conférence et on se voit bientôt. Bonjour tout le monde, je suis très contente que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de e-commerce, du e-commerce aussi dans le passé, le futur et aussi le présent. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir avec moi. Donnez-moi un instant. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir bien voir ici. Donc, OK, je veux juste être certaine que de mon côté, c'est bon. Si Patrick, tu peux juste me dire un petit thumbs up qu'on voyait bien la présentation. OK, super. Alors, je remets la présentation, ça ne sera pas bien long.
Good. Parfait. Alors, pour commencer aujourd'hui, en fait, le e-commerce post-pandémie, je vais vous parler aussi un peu du e-commerce bien avant, de la publicité bien avant, puis comment est-ce que le e-commerce et le fait d'acheter en ligne et le fait de recevoir, comme Patrick a dit, des colis à la maison a changé au cours des décennies. Bien sûr, là, ça fait partie de notre quotidien, mais au tout début, je te dirais à la fin de l'après-guerre, donc dans les années 50, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où est-ce que le terme qu'on utilise très, très souvent ici en 2020, le terme cocooning, a commencé à faire son apparition. Donc, on a vu des gens qui sont retournés à la normale, qui ont fait beaucoup d'achats de maisons, qui ont justement fait l'achat de leur télévision, puis les publicités et tout ce qui était en lien avec l'achat des consommateurs était très, très, très présent. Donc, les gens commençaient à faire recirculer l'économie. Et puis, le terme cocooning a en fait été extrêmement présent durant toutes ces années jusqu'aux années 80 où est-ce que là, ça a atteint un pic énorme et en fait, ce n'est pas un terme qui existait avant, c'est pas un terme qu'on utilisait dans les années 50, mais bien un terme qu'on utilisait dans les années 80. C'est une auteure qui a, je dirais, comme un peu inventé ce terme et puis ce terme a pris beaucoup d'ampleur. Donc, le même du côté de nos habits, de toute notre consommation. Donc, le loungewear était devenu extrêmement populaire dans les années 1989 environ. Et puis là, on parle de la haute couture qui s'en est mêlée. Donc, Ralph Lauren, Valentino, Armani, ils ont tous commencé à faire une ligne qui est vraiment du fait confort, maison. Donc, c'est un peu un mix entre un pyjama et du activewear. Et donc, le loungewear est arrivé en magasin, en fait, et sur les passerelles. Maintenant, le but de vous raconter ça et le but de vous dire un peu l'historique du mot cocooning, c'est parce qu'on le vit présentement. On le vit présentement en 2020 avec tout ce qui se passe à l'extérieur de notre petite bulle de maison, donc avec le COVID et tout. Donc, ceci dit, cela peut influencer vos stratégies de maintenant et du futur. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc, je vais commencer un peu à vous parler donc, à l'agenda, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, on a les tendances post-COVID. Donc, vraiment le côté, comme je vous disais, le cocooning, le style aussi Hygge, qui est le style finlandais, scandinave. On pourra en reparler par la suite. L'authenticité sur les plateformes numériques, c'est très, très important. Il y a l'impact des influenceurs, le storytelling et le branding. Donc, tout ça, ça va jouer un rôle dans vos stratégies. Et ensuite, on parle d'adaptation. Donc, l'adaptation, ça va vraiment être plus au niveau de comment vous allez adapter votre plateforme, avec quelle technologie, qu'est-ce que vous allez ajuster. Donc, on peut rajouter, par exemple, le marketing par texto, les stratégies de paiement qui vont être très différentes, l'apprentissage en ligne. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Le BOPIS, donc je vais vous expliquer aussi c'est quoi, et la réalité augmentée. Donc, pour les tout nouveaux qui n'ont pas nécessairement une plateforme e-commerce, ça va être super. Si jamais vous avez déjà une plateforme e-commerce et que vous avez déjà des stratégies et tout ça, je suis un peu là pour agrémenter, peut-être vous donner des idées et puis aussi discuter par la suite avec moi de ce que vous pensez, si vous avez des nouvelles stratégies et des idées. Donc, pour débuter, les tendances post-COVID. Donc, on s'entend que il va y avoir, comme les études légères ont dit, 81% des Québécois ont l'intention de maintenir leurs nouvelles habitudes d'achat en ligne. Donc, vraiment, il va y avoir un shift dans les habitudes de consommation durant les prochains mois. C'est sûr qu'il y a eu déjà un shift, mais ça va continuer. Donc, la courbe d'adaptation va continuer sur les prochains mois, même si, oui, il va y avoir peut-être un retour à la... je veux pas dire une réalité, mais il va y avoir un retour, par exemple, à la normale dans quelques mois, peut-être pas, on ne sait pas. Mais la courbe va continuer à aller vers l'adaptation parce qu'on a propulsé notre monde e-commerce
de 5 ans avec la crise qu'on vit présentement. Donc, c'est sûr que oui, c'est moins bon pour tout ce qui est le côté retail, donc tout ce qui est les vrais magasins en physique, mais je vais en parler un peu plus tard de comment est-ce qu'on pourrait travailler avec son magasin physique et son magasin en ligne. Donc, c'est ça, ça a des impacts à long terme. Donc, vraiment, le côté travail à la maison va mener les gens à acheter plus de meubles de bureau. Pourquoi je souris? Parce que ce week-end, je suis allée au IKEA pour acheter un nouveau meuble et puis tout est back order pour au moins 1 mois à 2 mois. Donc, on voit que les habitudes de consommation et qu'est-ce que les gens vont aller consommer vont être totalement différents. Des bureaux, d'habitude, tu en as tout le temps, partout, dans tous les magasins et maintenant, ils sont tous sold out. Donc, vraiment, là, il y a le côté aussi cocooning, le cozy living. Donc, tout ce qui est la tendance d'avoir le bonheur facile. Donc, les trucs de la maison, la literie, le loungewear, comme je disais tantôt, même le café. Donc, devient une commodité qui devient un petit bonheur facile qu'on peut se procurer par l'entremise d'un e-commerce et que tu le reçois à la maison. Donc, c'est ça entraîne beaucoup de ventes élevées d'ensemble d'intérieur. Donc, par exemple, la compagnie Dynamite a lancé une toute nouvelle collection d'ensemble d'intérieur et ils ont mis beaucoup d'argent sur le e-commerce et aussi beaucoup d'argent sur les publicités numériques à ce niveau-là. Donc ici, c'est ça, on parlait d'impact à long terme. Donc, il va y avoir un changement au niveau des produits de consommation et c'est un petit peu ce que je viens juste de vous expliquer. Je veux vous dire aussi que la présentation pourra être disponible à la fin parce qu'il y a beaucoup de textes aussi qui est dans la présentation qui peuvent être intéressants à relire par la suite. Et donc, on arrive à la phase 1. Donc, la phase 1, c'est vraiment l'authenticité sur les plateformes numériques. On a vu aussi au début de l'année, on a vu un boycott sur les publicités numériques comme le Facebook. Et là, on ne va pas rentrer dans les détails politiques que cela a impliqué sur plusieurs niveaux. Mais on peut voir que les compagnies ont une approche beaucoup plus humaine. Donc, on veut assurer une gestion de communauté qui va être plus transparente. Et donc, cette gestion de communauté-là va se transporter, par exemple, sur notre plateforme e-commerce. Donc, tout est interrelié maintenant et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi démontrer la culture de l'entreprise à travers nos plateformes. Donc, ici, on dit que 81% des grandes organisations s'attendent à réduire considérablement les coûts publicitaires et environ 50% des entreprises de commerce électronique dépensent moins ou dépensent pas du tout. C'est sûr que oui, il y a un côté où est-ce que budgétaire, où est-ce que oui, vous devriez garder un budget pour les ads. Mais par contre, si vous mettez de l'avant votre culture d'entreprise et que votre côté humain ressort sur vos plateformes, vous avez peut-être même plus de chances d'avoir des nouveaux consommateurs et même des consommateurs qui retournent sur votre plateforme. Donc, les questions de l'avenir. En ce moment, j'ai besoin que vous sortez un papier et un crayon pour pouvoir prendre en note ces 3 petites questions qui pourront être par la suite discutées, parlées durant la période des questionnements par la suite. Donc, les questions qu'on va se poser sur notre compagnie, sur notre nouveau projet qu'on voudrait bâtir ou même sur notre e-commerce qui est déjà existant. Donc, est-ce qu'on devrait ajuster notre stratégie de la même manière? Parce que là, on parle certainement on est dans une période de crise, on est dans une période de changement. Donc, on devrait peut-être ajuster notre stratégie et comment? Est-ce que vendre pendant une crise est éthique? Plus tard, je vais y revenir. Il y a des compagnies qui ont profité de moments qui sont pas particulièrement, qui sont très engageants. Ceci dit, selon les valeurs des personnes, peut-être il faut faire attention. Donc, est-ce que l'argent pourrait être mieux alloué à la construction d'une communauté active, engagée et organique? Et ceci dit, peut-être qu'on pourra en parler par la suite dans les questionnements. Donc,
pour mon point de vue personnel, je crois qu'il est temps de se concentrer sur la marque, sur la culture, sur la transparence, plutôt que la performance. On arrive au storytelling et au branding. Et en fait, le slide juste avant, c'est, comment je pourrais dire, c'est qu'on arrive à cette stratégie parce qu'on veut faire un changement. Donc, on veut faire un changement à travers notre culture d'entreprise et c'est le moment d'être authentique. Parce que on dirait que la pandémie nous a amené aussi à se questionner sur plusieurs choses de la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Et donc, ça change un peu l'expérience client au niveau de la consommation d'un produit. Tu vas peut-être te demander 2 fois avant d'acheter quelque chose qui est peut-être pas nécessaire en ce moment. Donc, je donne un exemple par rapport à l'expérience client. Donc, on va aller aussi peut-être repenser notre design de notre plateforme e-commerce. Donc, en général, les compagnies vont aller faire une plateforme qui est axée sur, par exemple, le produit qu'ils veulent mettre en valeur, les ventes qu'ils veulent faire, etc. Mais là, maintenant, il faut vraiment y aller du côté human-centric. Donc, je vous donne un exemple. Attendez un petit peu, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple comme Amazon. Amazon font en sorte que, et bien sûr, oui, ils ont des algorithmes et tout, mais dans le site web, ils font en sorte que ça rend ton expérience personnalisée. Et le fait que les produits qui sont plus susceptibles à être achetés par exemple, toi, en tant que consommateur, vont être à 1 ou 2 clics de ce que tu recherches. Alors, ça va faire gagner du temps et de l'argent dans les 2 parties. Il y a aussi l'exemple du Apple Store. Lorsqu'on prend rendez-vous dans un Apple Store à la place d'attendre en ligne et je crois qu'on le fait. Je crois qu'on prend des rendez-vous en ligne pour Apple Store, mais je me souviens plus parce que j'ai juste pris une fois un rendez-vous. Donc, c'est vraiment le niveau human-centric. Et puis, ils ont une expérience qui est harmonieuse entre votre e-commerce, vos réseaux sociaux et l'après-vente, bien sûr, mais aussi votre expérience en magasin physique. Donc, j'ai un mini case study qu'on a fait ici dans l'agence MoSoft. Et l'agence MoSoft, en fait, c'est des experts Shopify, des experts de Shopify Plus aussi. Et puis, on travaille très, très fort avec beaucoup de clients ici au Québec pour rehausser, en fait, leur expérience e-commerce. Et c'est pourquoi toutes mes case studies aujourd'hui sont basées sur nos clients chez MoSoft. Donc, il y a un client, par exemple, chez MoSoft qui s'appelle Axis. Ils ont décidé de faire comme chaque année, ils font une petite journée où est-ce qu'ils prennent de la neige, d'un aréna, ils font une montagne et puis c'est une journée de compétition, amusement de snowboard pour les enfants qui viennent, les clients, etc., qui viennent en boutique. Donc, ils font ça ils font ça chaque année, mais vu qu'il y avait la pandémie, alors c'était pas vraiment, on pouvait pas vraiment avoir autant de personnes, soit dans le terrain à côté, soit au magasin. Donc, ils ont décidé de faire des petites plages horaires où est-ce que tu pouvais t'inscrire en ligne sur leur site web à travers, par exemple, l'achat d'une plage horaire. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant par rapport à leur design, c'est que en fait, ils ont créé une plage horaire qui fait en sorte que toi, en tant que client, tu dois rentrer tes informations. Donc, tu dois te créer un compte client. Donc, tu rentres ton email, tu rentres ton numéro de téléphone, ton adresse, etc., tes informations. Ensuite, tu te présentes sur place lorsque c'est ton heure, un peu comme cette conférence-ci. Et puis, tu peux enjoy la journée avec d'autres personnes qui font du snowboard, etc., mais en petit groupe pour, bien sûr, être en lien avec tout ce qui est la santé publique. Mais ceci dit, ce bel exemple fait en sorte que les courriels, les informations clients sont storées, même s'ils n'ont pas nécessairement fait d'achat, donc l'achat est à $0. Ça rajoute une expérience client incroyable et 2, de ton côté en tant que client,
tu ajoutes des gens à ta newsletter, tu ajoutes des gens qui vont retourner sur ta plateforme et qui auront déjà un compte client, donc l'achat va aller beaucoup plus vite. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'il faut vraiment penser maintenant à l'expérience client, mais sur toutes ces plateformes, mais surtout sur sa plateforme e-commerce. Donc ici, on a quelques idées, par exemple, de marketing qui serait du côté e-com et de marketing qui serait plus au côté de tes plateformes numériques. Donc, les envois de coupons, de codes par SMS, c'est très, 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 très fort aux États-Unis. Ça s'en vient de plus en plus fort au Canada aussi. Le newsletter mensuel qui, justement, peut être intégré avec la plateforme Klaviyo, qui est très intéressante et qui s'intègre facilement aussi avec Shopify. Pardonnez-moi. Il y a le côté reviews qui est très important dans le marketing de e-commerce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder les reviews bien avant d'acheter le produit. Donc, ça fait partie intégrante, en fait, de votre stratégie. Le SEO et bien sûr, les Product Recommendations qui sont faits par Klaviyo aussi. Il y a aussi la compagnie québécoise Heyday qui est une plateforme où est-ce qu'ils ont un chatbot AI qui peut s'intégrer à votre plateforme Shopify qui est excellent et on pourra en parler aussi plus tard durant le temps des questions. Si vous avez des questions par rapport aux plateformes qu'on peut ajouter, par exemple, au Shopify, soit un Shopify existant ou un Shopify que vous aimeriez faire dans le futur. Donc, au niveau du marketing numérique, et là, on parle pas vraiment de ça aujourd'hui, mais ce sont des stratégies qui sont intéressantes, donc les campagnes de micro-influenceurs. Donc, pourquoi j'écris micro-influenceurs? C'est vraiment parce que on veut aller chercher, comme je disais, la confiance, l'authenticité, la transparence. Et c'est vraiment chez les micro-influenceurs qu'on peut aller chercher ce niveau de transparence et de confiance. Pas que les influenceurs en général, les grands influenceurs comme les Kylie Jenner de ce monde ou les personnes même ici au Québec qui ont 100 000 et plus followers, c'est pas parce qu'ils sont pas trustworthy ou quelque chose comme ça, c'est vraiment parce que le micro-influenceur va aller capter l'attention directe de gens extrêmement ciblés et donc c'est peut-être une stratégie qui serait peut-être moins coûteuse pour vous, mais qui apporterait par la suite à long terme des meilleurs bénéfices. Il y a la boutique Instagram et Facebook qui est très intéressante à ajouter. Les vidéos à la verticale. Donc, les vidéos à la verticale prennent beaucoup plus d'ampleur maintenant dans tout ce qui est les vidéos ads et aussi on pourra en reparler plus tard. Donc, et bien sûr, la création de contenu photo-vidéo, la visibilité sur les blogs et les PR, donc les relations de presse. La phase 2, on arrive à l'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est un gros mot. Tout le monde l'utilise en ce moment, mais il y a plusieurs facteurs dans le e-commerce qui sont très intéressants, des petites stratégies qui peuvent vraiment changer votre compagnie, votre entreprise et qui vont vraiment vous donner un push. Donc, on arrive au fameux BOPIS, donc Buy Online, Pick Up in Store. Donc, on peut l'appeler aussi le Curb Pickup. Souvent, les gens vont l'appeler de cette façon-là. Même moi, en fait, qui était au niveau très numérique depuis des années, j'étais moins compréhensive de ces nouveaux termes-là. C'était vraiment des termes nouveaux pour moi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un grand engagement au niveau des entreprises, comme par exemple Walmart Canada a décidé de faire des méga campagnes durant les derniers mois avec des influenceurs dont Maude Poulain, qui met en valeur le Curb Pickup. Donc, c'est très drôle parce qu'ils ont pris une stratégie très e-commerce, très de la plateforme pour la mettre en valeur avec des influenceurs pour mousser, en fait, aussi le fait d'aller sur la plateforme et d'aller faire la transaction directement sur la plateforme Walmart Canada pour acheter, par exemple, leur épicerie en ligne.
Donc, c'est très intéressant de peut-être ajouter ces offres dans votre site. Au niveau d'un case study qu'on a fait avec Monsoft, c'est la compagnie Popeyes, sûrement que certains la connaissent ici. C'est une compagnie très connue ici au Québec pour tout ce qui est les suppléments, les gens qui vont au gym, qui se tiennent en santé, qui rajoutent des petits suppléments, des shakes, etc. Donc, chez Monsoft, qu'est-ce qu'on a créé, en fait, c'est qu'on a revisité leur site web et on a créé une plateforme qui gardait en tête le curb pickup, mais qui a pu mettre en point un système en lien avec le point of sale de tous leurs magasins, parce qu'on s'entend que Popeyes a plusieurs succursales. Donc là, c'est assez complexe de dire, il faut que chaque succursale aient le curb pick-up, mais est-ce qu'ils l'ont en inventaire à Trois-Rivières ou à Montréal? Et puis, est-ce que la personne, selon la géolocalisation, va aller chercher où? Donc, Monsoft a pu gérer cette campagne avec succès. Et puis, du côté de l'entreprise, dans le fond, c'est que ça fait en sorte qu'ils ont une gestion complète de tout ce qui se passe en magasin, de toutes leurs ventes aussi en ligne. Et le client, au bout du compte, se sent vraiment rassuré qu'il n'a pas besoin d'aller en magasin nécessairement, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Le curb pick-up devient vraiment un incontournable. Donc, surtout durant le temps des fêtes. Donc, ce que j'ai écrit un peu ici, donc 18% des consommateurs disent qu'ils chercheront des détaillants qui proposent un ramassage pour éviter les magasins bondés. Donc, c'est sûr, c'est compréhensible, on le voit souvent et on va le voir de plus en plus. Et j'arrive dans une stratégie qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est très, très intéressant, le marketing par texto. C'est vraiment un nouveau canal de communication parce qu'on s'entend qu'un courriel, un newsletter, des fois, bof, tu vas le mettre à la poubelle, tu vas même pas l'ouvrir. Mais un texto, c'est sûr que tu le lis. Je ne connais pas personne qui ne lit pas ses textos ou qui... Oui, moi, je ne réponds pas très vite aux textos, mais c'est sûr que c'est lu. C'est impossible de l'oublier ou de le mettre dans un coin. Donc, on dit que 90% des messages textes envoyés sont lus dans les 5 premières minutes. Donc, c'est sûr que, par exemple, là, je suis en conférence, je ne vais pas aller lire mes textos, mais d'ici 1 heure, oui, c'est sûr que je vais l'avoir lu. Et Fashion Nova fait ça avec brio. Donc, ils envoient des textos, je vous dirais peut-être à chaque semaine, même jusqu'à 2 fois par semaine. Il fallait que je me désabonne. Malheureusement, c'est un petit peu trop. Mais c'est très intéressant. Ils offrent des promotions éclairs. Donc, par exemple, tu reçois le texto à 1 heure de l'après-midi. Jusqu'à 4 heures, tu as 40% sur tout le site web avec un promo code. Et puis, ça augmente leur revenu de beaucoup, j'en suis certaine. Mais il faut faire attention parce que je vous donne un exemple ici. Fashion Nova a fait une petite erreur et c'est là où est-ce que notre côté humain et notre expérience client doit être vu à certains niveaux. Donc, il faut faire attention au timing et aux opportunités qui s'offrent à nous. C'est sûr que là, c'est le Black Friday qui arrive, on peut faire de la publicité par rapport à ça, etc. Mais il ne faudrait peut-être pas faire non plus une publicité sur, par exemple, quelque chose qui est en lien avec le COVID ou quoi que ce soit. Il faut faire quand même attention. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais Fashion Nova, OK? Et ils ont envoyé voyons, j'y arrive. Ils ont envoyé un SMS à tout le monde qui était abonné pour dire qu'ils avaient un 80% off de tout leur site web avec le promo code Stay In. Et pourquoi ils ont envoyé ça à cette journée-là? C'est parce que le gouvernement américain envoyait un chèque aux gens qu'ils avaient appliqué, un petit peu ici comme nous au Canada, qu'ils ont appliqué pour recevoir une aide financière par le gouvernement. Donc, la journée que les chèques ont été déposés dans les comptes des Américains, Fashion Nova a décidé d'envoyer le SMS à tout le monde pour dire « Hey, vous avez reçu votre chèque, vous devriez venir le dépenser sur notre site web. » Donc, c'est là où est-ce qu'il faut faire un peu attention à ce niveau-là. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est sûr que ça l'a fait un très gros coup de pub et ça l'a passé dans tous les médias.
Donc, on peut ici voir aussi que le IKEA, par exemple, ils envoient des alertes quand ils ont des nouveautés. Par exemple, moi, je suis dans la région de Boucherville, donc le IKEA de Boucherville va m'envoyer des alertes lorsqu'ils reçoivent des nouveautés qui sont propres à leur magasin de Boucherville. Donc, il va pas avoir nécessairement les mêmes articles qu'au IKEA de Montréal et ça, je trouve ça super intéressant. On a le côté apprentissage en ligne. Donc, les universités, même les écoles primaires, secondaires, on s'est tous adaptés à faire l'apprentissage en ligne maintenant. Donc, il y a beaucoup de différentes compagnies qui doivent s'adapter. Comme par exemple, une de mes bonnes amies, elle a un studio de hot yoga. Donc, c'est très difficile en temps de pandémie pour elle, mais elle a su s'adapter pour créer une plateforme en ligne avec justement un outil que je vais vous présenter, dont Monsaf a utilisé aussi pour Tina Davis. Donc, Tina Davis, c'est une cliente qui est très connue ici au Canada dans le monde du microblading et du maquillage permanent. Donc, elle a parti sa propre ligne de maquillage permanent et aussi l'école pour apprendre aux autres sa technique certifiée. Donc, l'adaptation des classes en ligne pendant la pandémie, ça a connu vraiment une ascension fulgurante, surtout sur plusieurs secteurs. Donc, comme je dis, on peut passer du sport, du yoga, à même de l'apprentissage, de tout ce qui est là, du côté beauté aussi. Donc ici, j'ai un case study qui a plusieurs pages. Comme je vous dis, je peux aussi vous l'envoyer par la suite. Je ne vais pas passer à travers aujourd'hui, mais Monsaf a fait un vraiment grand travail avec la plateforme Thinkific. Et puis, cette plateforme fait en sorte que votre Shopify est relié aussi à votre plateforme qui offre les cours en ligne et auquel vous pouvez voir, par exemple, l'avancement de vos cours, etc. Donc, c'est très, très, très bien fait et très intéressant si jamais vous avez une idée de cours que vous voulez donner en ligne, donc, mais du côté e-commerce. Ici, on va parler un peu de stratégie de paiement. Donc, les stratégies de paiement qui peut être très intéressant en ce moment, surtout à cause de la pandémie, à cause des choses qu'on a besoin maintenant, mais qui sont peut-être, par exemple, un petit peu trop chères en ce moment pour les moyens, ou on aurait aimé juste diviser les montants par petites bouchées. Donc, c'est normal, tout le monde en fait, passe par là. Donc, on a décidé de parler un peu de la plateforme Sezzle. Et puis, cette plateforme, elle a été mise dans les Shopify de LP Apparel, de Axis, comme je vous parlais tantôt, et de Popeyes. Donc, c'est vraiment une stratégie de Buy Now, Pay Later ou de Buy Now et tu payes sur plusieurs versements. Donc, qu'est-ce qui est super intéressant avec cette plateforme, c'est que toi, en tant que propriétaire de la plateforme ou de la boutique en ligne, tu es payé à 100%. Tout de suite. Donc, par exemple, ton produit coûte 100 $ et la personne décide de le faire sur des versements de 25 $ par mois. La compagnie Sezzle prend le risque de la carte de crédit et toi, en tant que propriétaire du e-commerce, tu reçois déjà ton montant tout de suite parce que le client a acheté, par exemple, ton objet qui coûte 100 $. Donc, c'est super intéressant. Ça donne vraiment la possibilité d'avoir plus, en fait, de ventes parce que et avoir un plus gros panier, donc, à l'achat. Donc, vraiment, je donne un exemple. Tu veux aller acheter des trucs sur Sephora, mais tu sais que ça va jamais te coûter juste 25 $, ça va coûter 250 $. Donc, ça va vraiment te donner l'opportunité de, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais pouvoir le payer en plusieurs mois et puis ça va me donner l'opportunité d'augmenter à la fin mon cart. Donc, augmenter la facture totale. Ça n'a pas de frais supplémentaires. Puis, je donne un exemple ici. La valeur moyenne des commandes de Melt Cosmetics a augmenté de 30%. Donc, c'est très, très intéressant comme stratégie. Une autre stratégie qui est très nouvelle, qui prend beaucoup plus de temps, par exemple, à développer au sein d'une nouvelle compagnie ou d'un e-commerce, on va parler ici de la réalité augmentée. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps et qui va être beaucoup plus accessible aussi, je suis certaine. Donc, c'est sûr que COVID a
à vraiment inciter, en fait, les gens à acheter en ligne, mais comment acheter des fois sans l'avoir essayé ou sans l'avoir vu dans ton salon ou tu te souviens plus, par exemple, en cosmétique de la couleur de ton fond de teint. Alors, c'est là où est-ce que la réalité augmentée devient très, très intéressante et ça va faire ton sale tout de suite. Donc, comme je dis ici, on dit la pandémie a accéléré le passage aux achats numériques d'environ 5 ans et ça, on l'a vu plusieurs fois dans quelques publications de journaux, etc. Et on voit aussi que, attendez un petit peu, je suis en train de lire en même temps. On voit à l'essai virtuel de mode de luxe comme Louis Vuitton et Gucci. Bon, autrefois une fonctionnalité intéressante, la réalité augmentée est rapidement devenue une technologie essentielle pour les détaillants et je vous dis pourquoi. Ah, ça c'est canaliser vos énergies, mais je vais revenir. Donc, ils ont montré un taux de conversion 94 fois plus élevé, donc à 94% plus élevé que les produits qui n'ont pas de réalité augmentée. Par exemple, l'outil virtuel de Ulta, s'il y a des femmes qui m'écoutent, vous savez sûrement qu'est-ce que c'est Ulta. C'est un petit peu le même concept que Sephora, mais aux États-Unis. Et l'engagement a été multiplié par 7 et plus de 50 millions de nuances de fond de teint ont été swatchées numériquement avec l'application durant le COVID. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez voir la différence de peau avec le fond de teint, avec la couleur que vous utilisez et vous pouvez même, en fait, y ajouter votre photo à vous et puis voir la différence et si le match est parfait. Donc, c'est très innovateur, je dirais, comme façon de faire, mais ça va devenir une norme sous peu. Ah, je vais juste vous revenir par en arrière ici. Donc, je voulais dire un petit mot par rapport à ça, donc de canaliser les énergies. C'est qu'on a vu qu'on a plusieurs plateformes. Donc, on a la plateforme qui est le e-commerce. On a dit qu'on voulait aussi avoir un côté beaucoup plus humain, donc le human-centric. On a notre magasin qui est physique. On a nos plateformes Instagram et Facebook. Et donc, sur toutes ces plateformes, vous pouvez acheter. Et le but, en fait, c'est que s'assurer que le message est uniforme sur toutes ces plateformes et que la communication de votre équipe de A à Z va être importante. Donc, soit de la production du produit, de l'emballage, du service après-vente, etc. Donc, à la phase 3, on va bâtir. Donc, pour bâtir et pour travailler toutes ces stratégies en même temps ou en travailler juste une ou une autre en parallèle, il nous faut des outils. Il nous faut une équipe, il nous faut des gens qui s'y connaissent dans le domaine ou même juste recevoir des conseils. Donc, pour ma part, si j'avais une plateforme e-commerce, j'aurais commencé par aller voir des experts certifiés en Shopify, des experts en e-commerce et en stratégie de développement web. Et quand je parle de ça, c'est vraiment pour aller changer justement le UX de votre site web pour améliorer le fonctionnement. On irait aussi voir des spécialistes pour la production de photos, de vidéos, de la création de contenu qui va vraiment engager les personnes, surtout en ce moment, la vidéo, c'est très, 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 très important, beaucoup plus que le côté photo. Donc, c'est quelque chose à peut-être regarder et voir comment est-ce que c'est possible de l'ajouter à ses stratégies, l'ajouter aussi à son e-commerce. Et de notre côté, on a, oui, la création de contenu, mais comment la mettre sur nos plateformes, comment la faire traverser cette création de contenu-là à travers nos plateformes médias sociaux jusqu'à notre e-commerce pour arriver dans notre carte et que la personne fasse l'achat. Donc là, c'est là où est-ce qu'on va aller peut-être trouver des experts qui sont vraiment
pinpoint sur les stratégies numériques pour vous aider dans votre processus. Donc, c'est sûr que ici, les experts que j'ai mentionnés, Mosoft, JetLab et House of Socials, c'est des personnes avec qui je travaille au quotidien et des agences avec qui je fais affaire depuis plus de 5 ans et plus. Ouais. Donc, j'avais quelques petites choses à parler avant qu'on arrive à contacter moi que je n'avais pas ajoutées en fait à ma présentation. Je voulais parler, par exemple, du côté packaging. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait avec la poste. Parce que là, de plus en plus, il va y avoir de courriers, d'envois, de paquets Amazon qui arrivent chez vous chaque semaine. Et la problématique en ce moment, c'est oh mon Dieu, le nombre de papiers, le nombre de boîtes, et c'est beaucoup moins écologique. Donc, on peut aller aussi dans un côté compostable. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler. Puis, si jamais vous avez une idée de compagnie ou vous avez une compagnie, je pourrais peut-être vous donner quelques idées sur ce sujet. J'avais pensé même à des boîtes qui sont compostables, mais qui sont faites aussi en fécule de maïs. Donc, vraiment, à 100% compostable, tu peux mettre, par exemple, le papier ou les petites mousses dans de l'eau et ça se dissout automatiquement. Tout ce qui est en fécule de maïs, ça prend très peu de temps avant d'être biodégradable, en fait. On peut aussi personnaliser le tout avec un mot écrit à la main. On sait que c'est très, très important. Ça va vraiment faire la différence avec le client. Le client va se sentir extrêmement important. Si, par exemple, vous faites beaucoup de transactions, beaucoup de colis, je vous conseille pas de faire des mots à la main. On s'entend, là, écrire des cartes de Noël, c'est long déjà. Et donc, peut-être écrire une fois à la main et le faire imprimer et l'ajouter à tous les paquets, mais au moins, on sent qu'il y a un côté très humain à ça. Donc, vraiment, le dernier mot de la fin, c'est de dire que l'expérience client au niveau du e-commerce, c'est très important et vous devriez peut-être penser out of the box. Donc, pour plus d'informations, si vous voulez jamais parler de business ou quoi que ce soit, vous avez une idée, un projet, n'hésitez pas. Je vais vous laisser toutes mes coordonnées et aussi la présentation. Allô? Je n'entendais pas. Je vous demandais qu'est-ce qui est arrivé. Mais bon, mais merci beaucoup, Kate. C'était vraiment intéressant comme atelier ou conférence, on peut dire. C'était quand même un petit peu plus long qu'on pensait parce que s'il y a beaucoup d'informations, on peut bien comprendre. Mais vraiment, là, on parlait, tu sais, les boîtes compostables. Et oui, j'en reçois des colis à chaque jour. On parle, est-ce que c'est éthique de pousser les ventes? Puis depuis le début, je pense que c'est juste ça qu'on parle. Tu sais, c'est comme, quand la pandémie a commencé, c'était est-ce que c'est bien de pousser les ventes ou bien avoir la partie morale? Puis c'est la question que plusieurs entrepreneurs avaient en tête. Mais je devrais ouvrir la porte pour voir si vous avez des questions en passant, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. On va les diffuser, puis Kate va pouvoir les répondre. Puis s'il n'y en a pas, on va passer dans la période réseautage. Enfin, j'attends comme 2-3 secondes. Je sais qu'il y a un délai de 10 secondes. Il y a toujours un délai de 10 secondes. Ah, OK. Merci, Grace. Oui. Fait que si vous avez des questions, comme je dis, il y a un délai de 10 secondes. Fait que on va vous attendre avant qu'on quitte. Mais pendant qu'on attend les questions, j'aimerais vous dire que quand on va être fini, mais dans le même groupe Facebook où qu'on est situé, vous allez avoir 2 salles. Fait qu'on va se diviser en 5 maximum par salle. Puis, vous allez pouvoir faire du réseautage. On va avoir quelques questions d'atelier qu'on a préparées pendant la présentation parce que c'est sûr qu'on va s'adapter avec qu'est-ce qui est vrai et pas inventer des questions de nulle part. Fait que, on va vous poser quelques questions pour pouvoir débuter des discussions entre vous. Et habituellement, ça dure, je veux dire, ça dure environ 30 minutes, pas plus. Et on va pouvoir se rencontrer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Kate? Je pense pas. Je vais attendre 2 autres secondes.
OK. Bien, encore, merci beaucoup, Kate, pour la présentation. Comme Kate a mentionné, la présentation va être disponible ça va être disponible dans le groupe, dans le fond. On va le mettre là. Puis ceux qui n'ont pas une passe, bien, on va vous envoyer par courriel parce que vous n'allez pas avoir accès au groupe. Je vois qu'il y a une question ici. Voilà. Je te laisse la place. Quelles sont les plateformes de boutique à prendre en considération en priorité? Est-ce que c'est selon les besoins? Christian, j'aimerais juste que tu puisses m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par quelles sont les plateformes de boutique. Donc, est-ce que tu parles de la plateforme, par exemple, Shopify, qui est en ligne pour vendre ton produit, ou par exemple les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où est-ce que tu peux aussi vendre ton produit? Et si tu parles de ces plateformes-là, c'est sûr que moi, je considérais Instagram en premier lieu. Et bien sûr, c'est sûr que la priorité, ça devient ton Shopify, ta plateforme de vente, mais relier le Facebook, le Instagram à ça, c'est très, très ingénieux en ce moment parce que tout le monde... Ah, OK, voici, j'ai ma réponse. Etsy, Shopify, WordPress, WooCommerce. Ben, écoute, c'est sûr que c'est selon tes besoins. Moi, j'ai un parti pris pour Shopify parce que notre agence, elle est certifiée Shopify Expert. Donc, je travaille avec Shopify, avec les gens de Toronto, etc., sur une base régulière. Donc, c'est sûr que j'aurais toutes les réponses à te donner si tu as des questions par rapport à la plateforme Shopify. WordPress, je veux pas mettre les pieds dans les plats en disant que moi, j'aime beaucoup moins WordPress. WooCommerce, je le considère seulement au Squarespace pour des gens qui commencent. Et Etsy, bien sûr, c'est vraiment, ça dépend de ton projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus concentré vers l'achat local, fait à la main, etc. Mais bien sûr, je te dirais que mon coup de cœur numéro 1, c'est Shopify. OK, super. Fait que, on va passer dans le secteur atelier. Merci encore beaucoup, Kate. On se rejoint dans les rooms. Il y en a 2 qui sont disponibles. Fait que s'il y a plus de 5 personnes, on se sépare. Sinon, on va être tous dans le même groupe. Fait que à tantôt tout le monde. Et merci encore pour avoir assisté à cette conférence. Il y a un autre qui va se dérouler ce jeudi. Ça va être un panel avec 4 personnes sur l'impact de la pandémie sur le business. Fait que les gens vont parler comment ils ont réussi à faire, comment ils ont contourné leur affaire, comment ils ont fait le pivot pour pouvoir survivre. Fait que c'est assez intéressant, mais ça va être en anglais. Juste pour vous aviser, ça va être en anglais cette fois-ci. Super, fait que on se voit bientôt. Merci encore, Kate, et on se voit tout le monde. Bye. Bye.